Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Aujourd'hui, les Birthday Books avec Frédéric Tadei. Frédéric Tadei, bonjour. Bonjour Marc. Alors, Frédéric, vous êtes journaliste, je rappelle, animateur de radio, de télévision et maintenant de podcast. On se souvient notamment de l'émission Ce soir ou jamais que vous avez animée pendant près de 10 ans, je crois. 10 ans sur le service public, France 2, France 3. Dardar aussi, 16 ans. Oui, absolument, la passionnante petite émission où une œuvre d'art était passée au crible pour en décrypter les secrets ou comprendre son histoire. Et vous animez actuellement C'est arrivé demain sur Europe 1. Et vous publiez une étonnante série de petits livres, les Birthday Books, dont nous allons parler c'est chez Grasset. On va parler dans un instant. Mais avant de commencer cette émission, j'aimerais vous faire part d'une réaction qu'il y a eu ici à RCJ. RCJ, c'est la radio du Fonds social juif unifié. On m'a dit « Ah, tu reçois Frédéric Tadei. Est-ce que tu te souviens que c'est lui qui a donné la parole régulièrement à des gens comme Dieudonné, Alain Soral ?» Alors, on connaît l'évolution ouvertement antisémite de ces individus depuis lors. Est-ce que vous ne pensez pas, rétrospectivement, Frédéric, que vous avez aidé à acquérir une certaine notoriété? Bien sûr que non, en fait, tout ça. Vous savez, ce genre de remarque est faite par des gens qui ne regardaient pas l'émission. S'ils avaient regardé l'émission, ils n'auraient jamais dit ça. D'abord, je n'ai invité les gens que vous citez que parce que tout le monde parlait d'eux. Je les ai invités, non pas pour leur donner une tribune, mais parce qu'ils étaient en débat et que donc je les ai mis en débat. Face à Dieudonné, il y avait Thierry Lévy, célèbre avocat. Il y avait la LICRA, qui était très contente de pouvoir discuter avec Dieudonné à ce moment-là. Il y avait Christian Bournazel qui la représentait. Face à Soral, il y avait Natacha Polony, il y avait des tas de gens. Ce n'était pas des parties de plaisir pour eux, c'était des débats, des vrais débats. La caractéristique de cette émission, c'est que j'invitais tout le monde. J'invitais tout le monde à partir du moment où leur livre, leur spectacle était en vente libre. Je ne voyais pas au nom de quoi je serais plus sévère que le ministre de l'Intérieur. Le jour où le spectacle de Dieudonné a été interdit, vous vous en souvenez sûrement, on en a débattu dans l'émission, mais je n'ai pas invité Dieudonné. Vous voyez ? Et donc simplement, au même moment... La personne qui vous a dit ça s'en souvient peut-être pas, mais on refusait d'inviter Éric Zemmour dans certaines émissions parce qu'il avait été condamné pour racisme. Il était là, il était en débat, je ne lui ai pas donné non plus à lui non plus une tribune, il était en débat avec Jacques Attali, etc., etc. Je suis assez fatigué de cette remarque, encore une fois, parce que c'est fait par ceux qui ne regardaient pas cette émission, donc qui en parlent. Je ne les invitais pas régulièrement, c'est faux, ils sont venus 3 fois en 10 ans. Donc tout ça, c'est ce que les gens, des gens mal intentionnés à mon égard, qui voulaient ma place, ont essayé de mettre dans la tête de certains. Visiblement, ça a réussi, je le regrette. Mais bon, c'était une époque où le débat avait encore du sens. Le débat, il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'entendre les gens, son adversaire s'exprimer. C'est ça la démocratie. On peut discuter, on peut débattre, on peut vivre ensemble. Le jour où on refuse totalement de parler avec ses adversaires, on commence à y être. Plus personne ne veut inviter l'autre camp. C'est le début de la guerre civile, si vous voulez. Et je ne trouve pas que ce soit un progrès. Merci, c'est dit, Frédéric Tadei. Alors venons-en maintenant à
quelque chose de plus réjouissant que ces polémiques, qui est cette série de petits livres que vous publiez, les Birthday Books. Alors c'est une collection très originale et assez captivante, et c'est des livres. Alors, je les montre un petit peu à l'antenne pour ceux qui sont sur YouTube et autres. 25 ans, 45 ans, 18 ans. Des petits livres qui permettent au lecteur de se plonger dans la vie de personnalité à travers les âges. En fait, c'est des livres peut-être qu'on propose au moment d'un anniversaire. Oui, au départ, je me suis dit c'est le cadeau d'anniversaire idéal. C'est un catalogue d'expériences vécues. Si vous avez 15 ans, on vous offre 15 ans. Ouais. Vous avez tout ce que les gens célèbrent dans tous les domaines et à toutes les époques ont fait à votre âge. Ah bah, c'est vrai. Et donc, c'est assez passionnant de se dire, voilà, plus personne pourra vous dire, ça n'est pas de ton âge. Si, la preuve, ils l'ont fait. Mais après, je me suis rendu compte que c'était encore plus intéressant que ça, parce que c'est une autre façon de raconter l'histoire. Tout simplement parce que l'âge, c'est l'angle mort. Ouais. Personne ne nous dit jamais à quel âge les gens ont fait les choses. Ouais. On nous dit à quelle date, on ne nous dit pas à quel âge. Or, c'est beaucoup plus humain de le savoir que c'est à tel âge. Si on nous a seriné que François Ier a remporté la bataille de Marignan en 1515. On sait tous cette date, 1515. Mais il avait quel âge? Il avait 20 ans. Ouais. C'est beaucoup plus intéressant de savoir qu'il avait 20 ans que de savoir que c'était en 1515. Évidemment, à l'échelle historique, c'est capital que ce soit en 1515. Moi qui adore l'histoire, pour moi, ça a un sens. Mais pour la plupart des gens de 20 ans aujourd'hui, ça n'a aucun sens, 1515. Ce qui a du sens, c'est que ce jeune roi a remporté cette bataille à 20 ans. Ouais. Alors, ce qui est vraiment intéressant, Frédéric Tadei, parce que ce livre, cette collection livre qu'on propose pour les anniversaires, ça pourrait avoir un côté très anecdotique. Et en fait, et c'est pour ça que je vous ai invité, c'est que ça nous met en relation, en présence, justement, avec la courbe des âges. Et ça devient beaucoup plus profond et beaucoup plus passionnant, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui, très jeunes, ont fait des choses, d'autres qui ont fait des choses très vieux, d'autres qui ont fait des choses jeunes et vieux, d'autres... Tous les âges, en fait, sont à la croisée des chemins. Il n'y a pas d'âge décisif. Vous voyez, et ce qui est tout à fait passionnant quand on regarde l'âge de chaque personnage à travers son âge ou à travers les âges différents qu'il a traversés, vous vous apercevez que ça monte et ça descend. Au fond, ce sont des allégories, si vous voulez. Si je vous raconte, si vous vous retrouvez face à Elvis Presley dans les Birthday Books, parce qu'il est dans beaucoup de Birthday Books, Elvis Presley, il lui arrive des tas de choses, mais pas toujours en bien. Et vous apercevez qu'au fond, vous aussi, votre vie, elle peut ressembler à celle d'Elvis Presley, non pas que vous soyez une rockstar, mais simplement parce qu'elle a eu ses hauts et ses bas, ses réussites et ses échecs, ses atermoiements, ses errements. La vie d'Elvis Presley, c'est quoi? C'est un type qui devient très célèbre à 19 ans. On lui colle sur le dos l'invention du rock'n'roll. C'est pas du tout lui qui l'a inventé, mais voilà, c'est le rock'n'roll. Et puis, à 23 ans, il part au service militaire. Et jamais plus, il fera une carrière de rocker. Il va revenir et puis il va faire des films à l'eau de rose à Hollywood et ensuite se produire à Las Vegas. Mais sa carrière de rocker, celle qu'on idéalise aujourd'hui, elle n'a duré que 4 ans. Et puis très vite, ça ne marche plus, Elvis Presley. Vous voyez, il vend de moins en moins de disques quand il fait des films nuls. Et il va en revendre un peu au moment de Las Vegas. Mais enfin, à 34 ans, il fait son dernier succès. À 34 ans. Après, c'est fini. À 40 ans, il est obèse. Et à 42 ans, il meurt. Vous voyez, c'est alors, qu'est-ce qui fait sa légende puisque... Ça n'empêche pas que pendant 4 ans, ça a été... incroyable, Elvis Presley. Je le raconte au fur et à mesure des Birthday Books. Le colonel Parker lui fait signer chez RCA le plus gros contrat qu'ait jamais signé une maison de disques sur un jeune homme. Il a 19 ans. Et il lui arrive des tas de choses. Et puis, il révolutionne la musique à sa façon, c'est certain. Et il chante un nombre de chansons que tout le monde connaît encore aujourd'hui, qui est prodigieux. Mais à 34 ans, parce qu'il apporte quelque chose de complètement différent, complètement nouveau. Et à 34 ans, c'est fini. Enfin, je vous dis, c'est même fini pour beaucoup à 23 ans. John Lennon disait Elvis est mort le jour où il est parti au service militaire. Ben, il est parti au service militaire à 23 ans. Alors,
Vous voyez, il est mort jeune. Ouais. Et alors, il y a d'autres personnalités aussi qui ont ce profil d'avoir été connus très très jeunes. Bon, on pense à Rimbaud, on pense à des gens comme ça, mais il y en a peut-être d'autres qui sont un peu moins connus, qui ont été très très jeunes, justement des figures un peu de proue, ouais. et puis qui n'ont plus rien faire à partir d'un certain âge. Oui, et qui peuvent se maintenir quand même. Regardez les Rolling Stones. Les Rolling Stones repartent en tournée, vous savez, cet été, ils ont 80 ans. 80 ans. C'est-à-dire un an de moins que Joe Biden. Ouais. Ils sont en meilleure forme, physique en tout cas. Et les Rolling Stones, c'est quoi? C'est les chansons qu'ils vont jouer sur scène pendant cette tournée, ils ont tout écrit entre 20 et 30 ans. Les 2 dernières grandes chansons des Rolling Stones, ils les ont écrites à 34 ans. Depuis, aucune chanson des Rolling Stones n'est entrée dans un hit parade et n'a été interprétée sur scène aussi régulièrement que Honky Tonk Woman ou Satisfaction qu'ils ont écrit à 23 ans. Vous voyez? Et bon, ben voilà, on peut dire que les Rolling Stones, passé 34 ans, non plus d'inspiration. Oui, mais ils continuent à exister, à vivre. Absolument. Est-ce que ça ne nous donne pas justement une espèce de philosophie de vie? C'est-à-dire qu'on peut avoir fait des choses absolument extraordinaires à un certain âge, et puis après, finalement, vivre un peu sur son acquis. Mais si l'acquis est extraordinaire, il y a de quoi vivre toute une vie. Bien sûr, même s'il n'est pas extraordinaire d'ailleurs. Tout est permis. C'est ça qui est formidable. Tout est permis. Il y a des gens qui réussissent beaucoup plus âgés et qui finissent par réussir. Alors, on cite toujours Louis de Funès, à 50 ans, c'est une évidence. Oui, de Funès, oui, parce que lui, c'est le contraire. C'est-à-dire, à 15 ans ou à 20 ans, il n'était pas, il est apprenti fourreur. Pas grand-chose. Enfin, il est apprenti fourreur à 15 ans. Mais après, il va être étalagiste dans les magasins pendant très longtemps, puis il va se mettre à jouer du piano dans les bars, et ça va durer des années, ce qu'il appelle ces années de nouilles grises. Et puis, il va commencer à jouer des tout petits rôles, puis des rôles de moins en moins petits, mais quand même dans des films dont personne ne se souvient. Et c'est seulement à 50 ans qu'il explose en tournant coup sur coup 3 films, Le Gendarme de Saint-Tropez, Fantomas et Le Cornio. Voilà, en 3 films qu'il a tourné en 4 mois, il devient une star, mais une vraie star du box-office. C'est-à-dire que tout à coup, il devient le Will de Funès que l'on connaît. Mais pas tout à coup. En fait, est-ce que ça a été long ou alors... Oui, c'est franchement à ce moment-là. Ouais. Alors avant, il avait fait Pouic Pouic. Voilà, c'est tout, qui était déjà le Louis de Funès que l'on connaît. Mais sinon, tous les films qu'il avait fait avant, y compris dans le rôle principal pour les quelques dernières années, avant ses 50 ans, Taxi, Roulotte et Corrida, des choses comme ça, plus personne ne regarde ça, et, évidemment. Ouais. Mais alors, est-ce que ça veut dire que pour d'autres personnes, finalement, c'est un témoignage quand même assez consolant. C'est-à-dire que si on rame à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, le grand succès, parce que c'est devenu une espèce de mythologie de Funès quand même. Oui. Alors, et puis vous pouvez, parce qu'à la limite, Louis de Funès, on peut se dire, mais il était acteur depuis un certain temps, et c'est pour ça que c'est une allégorie. Vous êtes boulanger, vous pouvez vous reconnaître dans Louis de Funès à 50 ans, parce que tout à coup, vous faites quelque chose qui va vous provoquer un énorme succès autour de vous et un énorme intérêt sur votre personne, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Mais vous pouvez dire aussi, il y a des gens qui changent de vie. Regardez, vous avez un type qui est directeur de la banque Rothschild à 50 ans. Il publie une anthologie de la poésie française qui a un certain succès. Il s'achète une Porsche 356 pour aller en vacances à Saint-Tropez avec sa femme. Et puis le général de Gaulle le nomme Premier ministre. Sa vie Pompidou. Change totalement. Il s'appelle Georges Pompidou. Voilà, on en parle beaucoup en ce moment. Ouais. Et voilà, à 50 ans. Ouais. Et croyez-moi, elle change complètement et sa femme n'est pas du tout contente de la façon dont elle change. De cette évolution. Ouais. Et vous avez d'autres cas comme ça de gens qui sont... Landru est arrêté le jour de son anniversaire, de son 50e anniversaire. Landru. Ouais. Il a sur lui un petit carnet avec... On l'arrête pour un truc qui n'a rien à voir. Hein. Oui, mais enfin, Landru ne cherchait pas forcément la notoriété. Non, certes. Mais c'est des bifurcations. Kim Philby, la plus grande défection de l'histoire de l'espionnage au XXe siècle. Voilà. Ouais. Un type qui est arrivé à tromper tout le monde jusqu'à l'âge de 50 ans. Et à 50 ans, il est obligé de s'enfuir à Moscou parce qu'il est démasqué. Et tout le monde a été démasqué autour de lui, sauf lui. C'est lui qui les a tous recrutés en plus. On les appelait les 5 magnifiques de Cambridge. Et
grands espions. Et à 50 ans, il est obligé de partir. Marguerite Duras devient un écrivain à la mode à 50 ans. Ouais. Avant, c'était un écrivain, mais pas à la mode. Sandrine Rousseau, dont on parle tout le temps, elle est revenue à 50 ans. Vous voyez, c'est à 50 ans qu'elle a commencé à faire cette carrière politique de premier plan qu'on lui connaît aujourd'hui. À 50 ans, pas avant. Ouais. Avant, elle avait disparu de la vie politique suite à l'affaire Baupin. Elle était partie en pleurant. Ouais. Et puis elle est revenue. Mais alors ça, le fait que des gens commencent à être connus à 50 ans, finalement, on pourrait se dire c'est un peu dans l'ordre des choses, parce que prenons un écrivain, prenons un peintre, prenons un musicien, il faut qu'il ait fait une certaine œuvre, et d'une certaine façon c'est justice qu'il soit oui, connu mais à parce 50 que ans. vous le pensez en termes de célébrité, c'est pas. Il se trouve qu'ils sont à ce moment-là, ils se réalisent. C'est pas tout à coup je suis célèbre, j'ai réussi. Non, tout à coup ils se réalisent. Ils sont tels qu'on va les connaître par la suite. C'est ça qui, moi, m'intéresse. Regardez le cas Bernard Tapie. Bernard Tapie, c'est un type qui rate absolument tout dans sa vie jusqu'à l'âge de 33 ans. Tout. Il rate ses études, il rate son service militaire, il voulait être officier, il n'y arrive pas, il veut être chanteur, il n'y arrive pas. Il a tout raté. Il a créé plein de boîtes qui ont fait faillite, il est même interdit de gérer des boîtes. Enfin, vous voyez, il a tout raté. À 33 ans, il trouve enfin ce pourquoi il est bon, racheter des entreprises en difficulté. À 37 ans, il fait parler de lui pour la première fois, parce qu'il a envie de publicité, Bernard Tapie, il en a besoin pour ses affaires. Il rachète les châteaux de Bokassa, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, il entourloupe Bokassa, l'ancien dictateur de Centrafrique, il lui dit que les châteaux vont être saisis, il les lui rachète pour une bouchée de pain, la vente sera annulée. Mais bon, l'effet est réussi, on parle de Bernard Tapie. Et puis là, son ascension devient absolument extraordinaire, à tel point qu'il va devenir, autour de 50 ans, je ne me souviens plus exactement, mais à 50 ans, il est au sommet, il est patron d'Adidas, il est ministre de la ville et il est président de l'OM qui gagne premier club français à remporter la Ligue des Champions en Europe. Mais à 53 ans, il est en tôle. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à 50 ans, il est au sommet. 1 an après, il est mis en faillite. 2 ans après, il est ruiné. 3 ans après, il est en tôle. Il ne reviendra qu'à 63 ans, au moment où il va réussir à se faire indemniser par le Crédit Lyonnais. Et à 70 ans, on lui reprendra tout. Vous voyez, ça, c'est des vies romanesques. Mais encore une fois, c'est une allégorie. Il y a des tas de gens, enfin des tas de gens peut-être pas. Mais c'est des vies romanesques. Il y a d'autres gens qui, même s'ils sont boulangers ou cadres supérieurs dans une banque, ont peut-être connu les mêmes affres et les mêmes succès. Mais si on finit sur le cas de Bernard Tapie, c'est intéressant de voir effectivement que la période successful, la période qu'on connaît, la période du tapis flamboyant, finalement, c'est très peu d'années dans le cours de son existence. C'est moins de 20 ans. Oui. C'est ça. Absolument. Donc, c'est des existences qui sont beaucoup plus difficiles que... Oui, et encore une fois, à l'échelle historique, Napoléon, on le connaît tous, il est né en 1769, il a pris le pouvoir le 18 Brumaire, il a été couronné empereur, enfin, ça, il s'est auto-proclamé empereur en 1804, et en 1815, quel âge après Waterloo... Rappelez quel âge il a en 1804. Alors voilà, si je vous le raconte maintenant à l'échelle humaine, c'est un type, Napoléon, qui a réussi très jeune. À 23 ans, il est général. Mais à 25 ans, il est en prison. Et il sort de prison, il n'a plus un sou. En prison parce qu'il est proche de Robespierre, exactement. etc. Il n'a plus un sou, il écrit un roman. Et il ne peut pas se douter à 25 ans, quand il sort de prison, que 5 ans plus tard, à 30 ans, il sera au pouvoir. Et pourtant, c'est ce qui va arriver. Et à 42 ans, il est au sommet, Napoléon. La France compte 130 départements à 42 ans. Vous vous rendez compte la carrière de ce type. Mais à 45 ans, c'est fini. À 45 ans, il part pour Sainte-Hélène. Ouais. Et on n'entendra plus jamais parler de Napoléon. Enfin, si, mais après sa mort. Ouais. Alors, on s'aperçoit que dans la vie des gens célèbres, plus ou moins célèbres, parce que vous évoquez... Il y a combien de livres en tout Là, il y en a 15 qui sont sortis, mais il y en a 40 qui sont prêts. Et dans chaque livre, il y a entre 400 et 500 anecdotes sur des personnalités. Ouais. Mais alors, ça sera des milliers de personnalités que vous allez... Parce qu'à chaque fois, il y a une petite il y en a qui reviennent à chaque fois. Il y en a qui reviennent, ouais. À chaque année. Napoléon, il lui arrive des trucs formidables tous les ans. En bien comme en mal. Ouais. Même quand il est à Sainte-Hélène, il lui arrive des choses. Mais vous cherchez au fond des gens dont les anecdotes sont représentatives de quelque chose. Ça va vous parler même
quand vous ne savez pas qui c'est. Ça vous donne envie d'ailleurs. Quand vous avez 15 ans, vous ne savez pas forcément qui est Alain Delon, par exemple. Mais si ce que je vous raconte sur Alain Delon vous intéresse, vous serez tenté de. Alors Alain Delon, c'était quoi, à 15 ans? Je me souviens plus à 15 ans. Ou à 20 ans Alain Delon, à quel moment à 16 ans, à 16 ans, il passe son CAP de charcutier parce que sa mère et son beau-père sont charcutiers. Il pense qu'il va reprendre la boutique. Mais bon, il s'ennuie, c'est terrible. À 17 ans, il veut absolument partir dans l'armée et il part en Indochine. Et il en voudra toute sa vie à ses parents parce qu'il était mineur qui ont signé pour lui en donner l'autorisation. À 20 ans, il est en prison à Saigon. Il a volé une Jeep. Et à 23 ans, il tourne plein soleil. Ouais. C'est-à-dire que quand il revient d'Indochine, il pourrait devenir un voyou assez facilement. Et puis, il a de la chance. Ouais. Oui, ça, il y a quand même beaucoup de chance. Oui, mais il y a de la chance dans la vie. Il y a des périodes de basculement. Il y a la chance dans la vie de tout le monde. Il ne pouvait pas du tout imaginer qu'il serait une star de cinéma, Alain Delon. Mais Alain Delon, à 23 ans, il va devenir une star énorme avec Place Soleil. Et il va faire une magnifique carrière. Bon, enfin, il lui arrive des tas de choses. L'affaire Markovitch. Rappelez-nous en 2 mots. Au moment où il est en train de tourner La Piscine, un film dans lequel il assassine son ami Maurice Renet parce qu'il le soupçonne de coucher avec sa femme, Romy Schneider. Et au même moment, on le soupçonne d'avoir fait assassiner son ami et secrétaire Stéphane Markovitch. Ça, c'est dans la vraie vie. Parce qu'il avait été l'amant de sa femme, Nathalie Delon. Et ça va très très loin parce qu'en plus il y a toute une affaire qui se greffe là-dessus où on essaye d'impliquer Georges Pompidou et sa femme parce qu'on sait que Georges Pompidou va être candidat à la prochaine présidentielle et on essaye de le faire tomber avec des photos truquées. Voilà, donc tout ça est un énorme scandale. Mais ça s'est dégonflé assez vite. Ça n'a pas nuit. Ça nuit à un moment. Alain Delon, je lui ai fait remarquer à Alain Delon que ça avait changé un truc dans sa carrière, c'est qu'après ça, il a commencé à jouer des rôles de flic, ce qu'il n'avait jamais fait avant. Il m'a dit qu'il ne l'avait même pas réalisé. Mais non, c'est allé assez loin à l'époque. Il avait un côté sulfureux, Alain Delon. Mais vous savez, la carrière d'Alain Delon, ça s'arrête à 55 ans. 55 ans, il arrête de faire du cinéma. Et après, il va faire 2-3 trucs. Mais oui, mais la carrière continue dans les cœurs des gens. Bien sûr, tout à fait. Mais sont des Belmondo et Delon sont des carrières relativement courtes par rapport à la carrière de Catherine Deneuve, par exemple. Parce qu'ils deviennent stars à 23 ans Delon, 25 ans Belmondo, et à 55, c'est quasiment fini. Deneuve, très jeune aussi. Deneuve, très jeune. À 17 ans, elle s'installe avec Roger Vadim. Mais voilà, encore une fois, alors là on parle de gens de cinéma, mais moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir à quel âge les artistes ont fait ce qu'ils ont fait. Vous voyez, à quel âge les gens ont écrit les livres. Le bateau ivre, Rimbaud l'écrit à 17 ans. Sagan, on le sait tous, Bonjour Tristesse, elle a 18 ans. Ce qu'on sait moins, c'est que Frankenstein, ce personnage et le monstre de Frankenstein sont nés dans l'imagination d'une jeune fille de 18 ans. Marie Chalet. Voilà. Baudelaire, quand il écrit Une dame créole, il a 20 ans. Mais revenons un instant sur Marie Chalet. Peut-être, c'est à cette époque, il y a le fait que quand même, c'est une femme. Elle n'a peut-être pas eu l'aura qu'elle aurait pu avoir si elle l'avait écrit différemment. Vous rigolez, c'est considéré immédiatement comme un chef-d'œuvre et comme un livre qui donne naissance. On l'a attribué à son frère. Oui, mais qui donne naissance à un genre, la science-fiction. Non. Et puis Marie Chalet, non, elle va avoir une vie. Alors, elle n'écrira pas grand-chose d'autre. Mais enfin, il y a plein d'autres gens qui n'écrivent qu'un livre. Albert Cohen, c'est Belle du Seigneur, il a 73 ans. Mais c'est intéressant de savoir que Ronsard, Mignonne, allons voir si la rose, il a 20 ans. Voilà. Et je pense que quand on a 20 ans et qu'on a entre les mains le birthday book de ces 20 ans et qu'on lit tout ce qui a été écrit à 20 ans, on le lit mieux. Je pense que les livres sont plus intéressants quand on les lit à l'âge
où où leurs auteurs les ont écrits. Et c'est vrai pour la musique, c'est vrai pour le cinéma, c'est vrai pour pour la peinture. Quand vous vous retrouvez devant un tableau qui a été peint à votre âge, je pense qu'il y a une espèce de communication, sidérale qui a lieu. Et c'est aussi ça que donnent les Birthday Books. Ce sont des guides culturels qui vous permettent, ce que personne n'a jamais vécu avant ça, de lire les livres à l'âge auquel leurs auteurs les ont écrits. Ou de regarder les films. Mais c'est intéressant, mais on voit bien quand même que le succès de Rimbaud, c'est souvent quand même chez les adolescents. Si on prend James Dean aussi, ça a été le succès quand même d'une génération, etc. Donc il y a quand même dans la classe d'âge, il y a quand même quelque chose qui passe. Il y a quand même dans le succès, il y a quand même quelque chose qui s'explique par l'âge. Oui, mais on peut l'expliquer aussi pour des raisons démographiques. S'il y a tant de jeunes Anglais qui ont révolutionné la musique à l'âge de 22 ou 23 ans au début des années 60, je pense aux Beatles, aux Rolling Stones, Pink Floyd et à tous les autres, ils avaient tous entre 22 et 23 ans. S'ils ont pu révolutionner la musique à l'époque, c'est que les jeunes étaient nombreux. Et que non seulement ils étaient nombreux, c'était les baby boomers, mais en plus ils avaient de l'argent de poche et ils pouvaient acheter des disques. Aujourd'hui, ils auraient beaucoup plus de mal, parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont de l'argent, ils ont 50 ans, et ils n'écouteraient pas la musique des gens de 20 ans. Vous voyez, s'il y a des Beatles et des Rolling Stones aujourd'hui, c'est dur pour eux. Ouais. C'est pour ça peut-être que nos enfants dansent sur la même musique que leurs parents et qu'il n'y a pas eu de rupture musicale depuis assez longtemps maintenant. Ouais, intéressant comme réflexion. Et on s'aperçoit aussi, vous devez avoir des exemples, mais il y a quand même des gens qui ont eu du mal, qui ont eu une vie pourrie, qui ont vraiment, il leur est arrivé des trucs. Ah, ça, on l'imagine pas, on le découvre, on se dit, franchement, bon, on a parlé de Funès qui a ramé quand même pendant 50 ans, ou d'autres, mais... Vous avez déjà tous ceux qui vont en prison, puisque à chaque âge, je dis ceux qui sont en prison. Et c'est fou ce qu'il y a comme beau monde. Il y a du beau monde en prison. Ouais. Si vous regardez le 23 ans, il n'est pas encore sorti, mais c'est le prochain qui sortira à 23 ans, vous avez la fine fleur de la culture qui est en prison. Ouais. Léonard de Vinci. C'est quoi, des gens comme Genet Non, Léonard de Vinci est en prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Je me souviens plus. On l'accuse d'homosexualité active, ce qui est très très sévèrement puni. Il va passer 2 semaines en prison, puis il est acquitté. Vous avez Molière qui est en prison. Alors lui, il est en prison pour dette. Vous avez Voltaire qui est en prison à la Bastille parce qu'il a écrit des petits poèmes ironiques sur le régent et sa fille. Vous avez André Malraux qui est en prison parce qu'il a volé des statues khmères au temple d'Angkor au Cambodge, etc., etc. Et vous apercevez alors les stars de la musique noire, ils sont tous en prison à un âge, et parfois même alors qu'ils sont déjà très célèbres. Chuck Berry, James Bond se retrouvent en prison alors qu'ils sont déjà très célèbres. Mais parce qu'ils vivent dans des conditions malheureusement souvent misérables quand ils sont jeunes, et donc ils se retrouvent tous en prison. Barry White est en prison. Tous les jazzmen vont se retrouver en prison, alors eux pour des affaires de drogue. Parce que le racisme est tel aux États-Unis qu'ils se piquent tous à l'héroïne pour pouvoir le supporter. Et ils se retrouvent tous en prison. Et quand on se retrouvait en prison pour drogue à l'époque, on vous interdisait pendant plusieurs années de jouer dans les clubs de l'État dans lequel vous aviez été arrêté. Donc on vous maintient dans l'État, oui, on vous empêche de travailler. Ouais. Vous voyez, on vous empêche de travailler. C'est terrible. Et ça crée des drames. Vous avez un nombre de très célèbres jazzmen qui meurent très très jeunes. 37 ans, je crois John Coltrane, ça doit être 37 ans. Lee Morgan, c'est 37 ans. Fats Navarro, enfin tous ces gens-là qui sont morts à 20 ans. Charlie Parker, bien sûr. Et c'est vrai. Et bon, il y a la casse prison. Qui est assez fréquente chez les littéraires, chez les hommes politiques. Hitler a été en prison, Mussolini a été en prison. Enfin, et donc, la casse prison est intéressante. Il y en a beaucoup qui l'ont vécu jeune, Dostoïevski. Absolument. Dostoïevski, il vit un truc pire encore, on le fusille. Oui, on le fusille avec des balles à blanc. À quel âge? Il est très jeune. Comme ça, il est gracié, non? C'est ça? Oui. En fait, le tsar va le gracier, mais pour lui infliger une véritable punition, pour qu'il s'en souvienne, on le fusille avec des balles à blanc. Ouais. C'est un truc qu'on n'imagine pas ce que ça peut être. Ouais. Et après, il se retrouve avec les droits communs au bagne en Sibérie. Et il va en rapporter un livre merveilleux qui s'appelle Souvenir de la maison des morts.
Mais Frédéric Tadei, en rassemblant toutes ces informations sur toutes ces personnes, est-ce que vous avez tiré un certain nombre de lignes dans ce livre, hein? Je rappelle les Birthday Books chez Grasset, qui est publié en ce moment et qui continue à être publié, donc ces petits livres sur les âges. Est-ce que vous en sortez quelques données, quelques règles générales? On parlait de la casse-prison. Est-ce que la casse-prison est quelque chose qui révèle quelque chose? Non, ou qui casse? Je crois que ça dépend de chacun. Il n'y a pas de généralité. Puis, moi, j'ai l'habitude, aussi bien dans mes émissions de télévision que dans ces livres, de laisser le lecteur ou le téléspectateur libre de ses interprétations. Je ne dis jamais c'est ça la vérité, c'est pas autre chose. Oui, c'est très factuel. Hein. Vous dites, voilà, c'est factuel. Tel jour, je prends au hasard. Hein. Je prends au hasard. Il y a des gens là, ils sont prêts. Ava Gardner quitte l'Espagne, où elle vit depuis 12 ans, à 45 ans, le gouvernement ayant décrété qu'elle devait $1 million au fisc. Elle s'installe à Londres, et comme elle a besoin d'argent, elle tient le rôle de la mère de Mark Sharif, qui n'a que 10 ans de moins qu'elle, dans Meyerling. Voilà, donc c'est très factuel, voilà. C'est des petites touches, et on fait si le tableau des personnes. Exactement, et vous vous apercevez qu'Ava Gardner, donc grande star, elle a 45 ans à ce moment-là, ben voilà ce qui peut arriver à 45 ans. Voilà ce qui peut vous arriver. Tout simplement. Alors, encore une fois, c'est une star de cinéma, mais c'est la même chose. Si vous êtes journaliste, si vous êtes agriculteur, il peut vous arriver la même chose. Ouais. Voilà. Alors maintenant, est-ce que j'en tire des conclusions? Non. Je vous dis, la conclusion que j'en ai tirée, c'est qu'il n'y a pas d'âge décisif et que l'âge, c'est l'angle mort de l'histoire. Et que personne ne vous dit les âges. Si vous tapez 45 ans sur Internet, vous ne trouverez rien. Personne ne vous dira tout ça. Et je pense qu'il y a pourtant un potentiel extraordinaire à étudier les âges. Et j'invite les historiens, les sociologues. Mais d'où ça vient cette cécité devant les âges? Parce qu'effectivement, il y a quand même une réalité biologique, il y a une réalité qui fait qu'on n'est pas tout à fait pareil quand on a 25 ans et quand on en a 65. Oui, et donc vous pouvez en conclure aussi qu'on n'écrit pas les mêmes livres à 25 ans et à 45 ans et à 65 ans. On n'écrit pas les mêmes livres, on ne peint pas les mêmes tableaux, on ne fait pas la même musique, en dépit de ce que croient les Rolling Stones. Alors, et donc, il y a quelque chose de mystérieux là-dedans qu'on n'a pas voulu regarder. Moi, j'invite les gens à regarder. Chaque âge a des potentialités extraordinaires et ce serait bien de réfléchir à ça. C'est tout. Moi, je me contente de ça et de proposer un catalogue d'expériences vécues à votre âge. Voilà ce que les autres ont fait. Maintenant, et comme je le dis à la fin de la préface, c'est à vous de jouer. Faites-en ce que vous voulez de vos 23 ans ou de vos 45 ans. Mais on voit quand même une chose, c'est qu'il y a ce que la personne fait et il y a le regard que l'époque porte sur vous et sur un âge. Par exemple, en ce moment, pour faire de la politique, il faut être jeune. Depuis Macron, il faut avoir moins de 40 ans. Sinon, voilà, donc, à mon avis, ça ne durera pas longtemps. Hein. Donc, Macron, Attal, Trudeau, enfin, Bardella. Oui, mais il y a une prime donnée à la jeunesse par la société, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 40 ans. Il fallait être chenu, il fallait avoir 70 ans pour être un mot politique. Oui, mais ça, c'est lié à la démocratie. Sous l'Ancien Régime, on prenait le pouvoir jeune. Je parlais de Napoléon, qui lui n'était pas né roi. Hein. Il a pris le pouvoir à 30 ans, il était jeune. On était roi avec les pleins pouvoirs jeunes. Et quand on était une femme, parce qu'on essaye de nous raconter que la première femme qui a gouverné la France, enfin les deux premières femmes qui ont gouverné la France, c'est Édith Cresson et Élisabeth Borne. C'est évidemment un gag. D'abord, ni l'une ni l'autre n'a gouverné la France. Il y avait un président de la République au-dessus d'elle. Et puis surtout, il y a des femmes qui ont vraiment gouverné la France avant. La première s'appelait Anne de Beaujeu. Elle a gouverné la France à partir de 22 ans. Et elle l'a vraiment gouverné. C'est elle qui a inventé le pouvoir au féminin. C'était la fille de Louis XI. Et elle a gardé le pouvoir pendant 8 ans, le temps que son petit frère devienne majeur. Et puis après, il y a toutes les femmes qui sont devenues régentes. Et qu'est-ce qu'elle est devenue après, justement Elle s'est retirée dans ses terres. Et voilà. Donc, carrière courte aussi. Mais pendant 8 ans, elle a vraiment gouverné la France. Et donc, on pouvait gouverner jeune. Et à partir du moment où c'est la République, où c'est les électeurs, alors au début, premier
qui a été élu au suffrage universel en France, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Il était jeune, il avait 40 ans. Mais à partir de le moment où la République va vraiment s'installer en 1873, il n'y a plus que des types avec des barbes et des moustaches et des cheveux blancs. Les électeurs préfèrent les vieux. Voilà. Et après, il y a quelques exceptions. Mais si vous voulez avoir le pouvoir jeune, il vaut mieux le prendre. Kadhafi prend le pouvoir à 27 ans. Et il le gardera 40 ans. Mais c'est le cas de beaucoup de gens qui ont fait des coups d'État quand même. Oui, Castro, 30 Mussolini, ans, il prend le pouvoir Nasser. à 33 ans. Je crois Castro, il va le garder 50 ans. Et puis, vous avez quelques exceptions qui arrivent au pouvoir par les urnes, et assez jeunes. Kennedy, à 46 ans. Bon, chez nous, on a Macron maintenant et Gabriel Attal. Mais Kennedy, c'est le plus jeune président des États-Unis élu. Il a quoi? Il a 42 ans, je crois. 43 ans, exactement. Puisqu'il a, c'est étonnant d'ailleurs, il a le même âge qu'Hitler. Hitler prend le pouvoir légalement, comme vous le savez, par les urnes, même s'il n'a pas la majorité. Mais il a 43 ans, c'est assez jeune. Comme Staline. Staline arrive au pouvoir à 43 ans, c'est assez jeune aussi. Et Hitler va vieillir prématurément. C'est un très vieux monsieur quand il se suicide au milieu des ruines de l'Allemagne en 1945. Mais ils ont pris le pouvoir jeune. Mais est-ce que justement, il n'y a pas une règle... J'essaie de trouver un petit peu des règles générales parce que c'est intéressant, mais les gens qui prennent le pouvoir le prennent jeune, et les gens qui sont portés au pouvoir, on pense à Pétain, on pense à des gens comme ça, sont portés, ou aux oligarques russes, Tchernenko, ils sont portés... On peut dire ça comme ça. Vieux. Voilà, je ne sais pas. Il y a des destins très différents. Ce qui est étonnant, c'est qu'au fond, on n'en est pas conscient. Gandhi, c'est quelqu'un qui revient en Inde à 45 ans. Et le Gandhi qu'on connaît, il a au moins 45 ans. Il revient en Inde avec sa femme, il a passé 22 ans en Afrique du Sud, il revient en Inde, il crée une sorte d'ashram, il fait vœu de défendre le peuple indien, et c'est seulement à 50 ans que le Parti du Congrès va adopter son programme de lutte non violente. Donc le vrai Gandhi, c'est un très vieux monsieur, le Gandhi que nous connaissons. Mais il lui est arrivé des tas de choses avant, qui sont évidemment dans les birthday books. Mais on n'est pas conscient de l'âge, ni des artistes, ni des gens qui nous ont gouvernés ou qui nous fascinent et qui ont encore de l'influence pour nous. Nelson Mandela, c'est un homme qui, à 45 ans, est condamné à perpétuité. Normalement, il ne devrait jamais sortir à 45 ans. Sa vie est finie. Mais justement, on se souvient des gens à l'époque où ils ont été marquants. C'est le cas pour Gandhi, c'est le cas pour Mandela. Mais parfois, on se trompe sur l'âge qu'ils avaient. C'est ça qui est amusant. Alors, Frédéric Tadei, vous parlez des gens célèbres, des gens qui ont écrit, des gens qui ont fait des affaires, la musique, dans la mode, dans le cinéma, etc. Mais pas que. Vous parlez aussi de gens qui sont connus parce qu'ils ont été criminels, parce qu'ils ont fait des choses très, très particulières. Et là, il y a des choses intéressantes parce qu'il y a aussi des gens qui sont devenus criminels très jeunes et puis d'autres qui le sont devenus sur le tard. Oui, bon, vous savez à peu près tout. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Moi, je pense, je sais pas, à Landru, je pense à... Landru, il a toujours été un criminel, mais il se fait arrêter. Enfin, il a été arrêté plusieurs fois, mais le Landru que nous connaissons, celui qui tue des femmes pour leur voler leur argent, celui-là, il est arrêté quand il a 50 ans. Mais vous savez que Landru, il avait une vie avant. Hein. Il avait commis toutes sortes d'escroqueries. Mais vous avez... En prison, c'est toujours... vous avez à la fois les politiques peuvent se retrouver en prison assez facilement, les artistes, surtout quand ils ont la peau noire, et puis il y a les vrais criminels, dont c'est la vocation, pour ainsi dire. Quand on tombe parfois très très tard, mais parce qu'on a été particulièrement habile. Oui, c'est pas parce qu'on devient criminel tard, c'est parce qu'on se fait choper tard.
Frédéric Taddy, donc vous allez aller jusqu'à 50 ans, 51, 55 je suis déjà à 50 ans, on ira Ouais. jusqu'à 54 de toute façon, parce qu'au départ, on a prévu d'en faire 40. Donc Ouais. de 15 à 54, ça fait 40 volumes. Mais on peut aller au-delà, on ira certainement au-delà. Il se passe, rendez-vous compte, moi par exemple, parce que moi je les ai plus ou moins préparés, mais quand je me suis intéressé au général de Gaulle, évidemment, c'est une vie passionnante, mais De Gaulle arrive au pouvoir la première fois, il a 50 ans, quand la France est libérée en 1944. Mais comme vous le savez, il quitte le pouvoir assez vite et il reviendra, il aura 67 ans. Ouais. Et entre mais 2-3 ans avant de revenir au pouvoir, il fait des réussites, il s'ennuie à mourir et il est persuadé que sa vie est finie. Ouais. Il arrête de fumer à un moment, c'est très pénible pour lui. Enfin, vous voyez, il a une vie véritablement très... Avec des hauts et des bas. Oui, terrible. Ouais. Et l'année d'avant où il va revenir au pouvoir, il pense que c'est vraiment foutu. Ça n'arrivera plus. Ouais. Churchill aussi a eu des hauts et des bas. Churchill, à 40 ans, il est viré du gouvernement. Il croit vraiment que sa vie est finie, comme un type qui se retrouve au chômage à 40 ans. Ouais. Et puis, il se met à peindre des paysages. Il ne cessera plus d'ailleurs. Et puis il redeviendra ministre. Et puis il finira par arriver au pouvoir en tant que Premier ministre. Mais il aura déjà plus de 65 ans. Ouais. Mais il sera, à la fin de la guerre, il sera aussi remercié. Oui, et puis il reviendra et encore. Il reviendra encore. En fait, finalement, c'est intéressant de voir. Il y a beaucoup plus de hauts et de bas qu'on le pense. C'est finalement beaucoup moins de continuité. Oui, dans puis les vous avez des gens qui ne existences. changent jamais. Ça m'a étonné et très intéressé. Je pense à Margaret Thatcher, puisqu'on parle de Churchill. Margaret Thatcher, à 15 ans, c'est déjà une fervente conservatrice. Vous voyez, et elle restera toute sa vie exactement comme j'imagine qu'elle était à 15 ans. Et elle n'a pas bougé. Elle est déjà Margaret Thatcher. Donc vous en avez d'autres, pas du tout. Hillary Clinton, par exemple, elle fait la campagne du candidat d'extrême droite, Barry Goldwater, contre Lyndon Johnson. C'est une fervente méthodiste, très conservatrice, et elle deviendra Hillary Clinton. Et c'est pas la gauchiste, mais bon. Elle était quand même... et elle a beaucoup changé. D'autres ont beaucoup changé. Et puis il y en a certains, non, c'est les mêmes. Pour terminer, Frédéric Taddy, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux destins vus justement à travers ce prisme de l'âge qui vous a particulièrement marqué? Mais qui m'a surpris, Arletty, quand elle... Donc la grande actrice. Quand elle dit française. atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère dans Gueule du Nord, dans l'Hôtel du Nord, elle a 40 ans. Elle a fait beaucoup de films, mais c'est à 40 ans qu'elle devient une star. Et non seulement elle devient une star, mais elle devient un sex symbole. Et à 45 ans, elle joue Garance dans Les Enfants du Paradis, où elle est magnifique. Vous voyez, c'est une femme de 40 à 45 ans, la carrière d'Arletty. Et on pense qu'elle est beaucoup plus jeune. On pense qu'on ne pouvait pas être un sex symbole dans les années 30 ou 40 à 40 ans. Ben si, on pouvait. Vous en avez plein comme ça. La surdité de Beethoven. On a tous entendu dire que Beethoven était sourd, mais il est sourd beaucoup plus jeune qu'on ne croit. Il est sourd à 37 ans à peu près, Beethoven. À 40 ans, il est complètement sourd. Et c'est un type qui continue d'écrire. Et il continue d'écrire après jusqu'à sa mort. Je ne sais plus à quelle heure il est mort. Et donc, vous êtes tout le temps surpris. Djokovic, le joueur de tennis. Et à 6 ans, il a décidé qu'il serait numéro 1 mondial. Sauf que quand il a 18 ans, il y a devant lui Nadal et Federer, qui ont 2-3 ans de plus que lui, donc c'est la même génération, et qui, eux, sont numéro 1 et numéro 2 mondial. Et lui, il est, à 18 ans, 78e mondial. On lui dit, tu ne seras jamais numéro 1. C'est pas possible. Pas possible. À 18 ans, tu es 78e, tu ne seras jamais numéro 1 avec Nadal et Federer. Eh bien, il devient numéro 1 à 24 ans. Vous voyez, et il l'est encore. Ça, c'est des destins incroyables. Frédéric Taddy, merci. Je vous en prie. Je peux vous en parler pendant des heures. Oui, absolument, parce que donc, là, je renvoie tous nos auditeurs et spectateurs sur YouTube à votre série de livres parus chez Grasset. Donc, il y en a pour tous les âges. Donc, voilà, effectivement, cadeau idéal, intéressant de voir ce que les gens font. Et quand même,
moi, je trouve qu'il y a dans la lecture rhapsodique, je disais, de tous ces destins par petites touches, quelque chose de très intéressant, de très enrichissant et finalement de très rassurant, parce que ça veut dire que dans la vie, on peut avoir des hauts et des bas. Je suis très curieux de savoir, parce que là maintenant, il y a des lecteurs, il y a des gens qui ont 20 ans et qui lisent le Birthday Book 20 ans, et c'est évidemment leur avis à eux qui m'intéresse. Et je pense que quand vous les lisez d'une traite, parce que ça peut arriver, je pense là que quelque chose se dégage de votre âge. Et peut-être eux le sentent, quoi. Et ils sont plus à même de le sentir que moi, même si c'est moi qui les ai écrits. Mais j'ai plus cet âge-là. Je l'ai eu. Je me souviens de Oui, mais vous donnez des faits. Vous n'avez pas une interprétation. Vous dites pas, c'est ce que vous dites un fait. Vous dites ce jour-là, il est rentré dans un magasin et il a découvert que c'était. Et en les prenant les uns derrière les autres, ils sont entre 4 et 500 dans chaque livre. Je suis sûr que tout à coup, vous voyez votre âge. Vous le voyez là pour la première fois se matérialiser. Merci Frédéric Tadei d'être venu au micro de Pile-Poule. C'était Pile-Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47.